je me dis c'est quand même marrant cette dissonance entre le métier que tu fais au quotidien, dans lequel tu dois être super organisé, carré, avoir de la planification, avoir un suivi très précis, et à l'inverse, quand tu rentres chez toi et que tu fermes la porte de la maison, c'est encéphalogramme plat, il y a plus rien qui tourne et c'est presque l'improvisation. Sur cette quinzaine de gros objectifs que j'ai sur l'année ensuite, je me les fixe, et ceux-là, c'est ma prio. Toutes les semaines, je vais regarder quelles actions je mets en place sur ces projets-là. Tout ça te permet d'avoir un pilotage plutôt high level d'une activité, qu'elle soit pro ou qu'elle soit perso. Quand tu te donnes une vision et un cap, tu arrives à faire en sorte que petit à petit les actions t'emmènent vers cette vision, que tu y penses ou que tu y penses pas. Dans un monde où tout s'accélère entre projet, boulot, famille, investissement, comment garder le cap sans se perdre dans l'improvisation? C'est une question que beaucoup d'investisseurs se posent. Moi, le premier, on met énormément d'énergie à structurer nos projets, bien souvent pour notre employeur ou pour notre boîte notamment. Mais notre organisation financière personnelle, elle repose sur du bricolage. Alors aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle vraiment de système, comment créer son propre life operating system pour avancer plus vite, plus efficace, plus serein. Mon invité, Franck Nussbaumer, ancien consultant en stratégie, est entrepreneur. Il accompagne aujourd'hui des dirigeants dans la transformation de leur entreprise grâce à la data, l'automatisation et l'IA. Il applique l'exigence aussi du sport de haut niveau pour structurer les équipes, les méthodes et sa propre vie d'investisseur. Dans cet épisode, il nous partage comment transformer sa vision en objectifs concrets, pourquoi les rituels simples battent les usines à gaz, quels sont les outils qu'il utilise pour piloter ses projets et les outils aussi qu'il utilise pour garder le cap. Avant de démarrer, si tu souhaites garder avec toi le concentré des meilleurs apprentissages faits sur le podcast chaque semaine, je t'invite à t'abonner à la newsletter, c'est gratuit, chaque semaine, sur le lien investisseur-avec-un-s40.com/NL. Allez, sur ce, on attaque notre conversation avec Franck, c'est parti. Salut Franck, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, merci pour l'invitation et très heureux d'être là avec toi et avec vous. On a prévu de faire une conversation un peu en mode réflexion sur les manières de s'organiser un peu mieux en tant qu'investisseur, peut-être d'utiliser des données aussi. Moi, j'avais bien envie de parler de ça avec toi, où trouver les systèmes un peu pour raisonner, être plus organisé, plus efficient quand on est investisseur et utiliser au mieux tous les systèmes qui peuvent être peut-être accessibles pour les entreprises. Et voilà, nous, on peut aussi avoir accès à ça. Ça serait intéressant de voir. Et donc, je suis content de t'avoir et peut-être tu peux nous raconter un petit peu justement qui tu es et pourquoi tu serais une personne bien placée pour discuter et penser à ces sujets-là ensemble. Yes, rapidement, moi je suis plutôt un profil entrepreneur. Là, j'ai cofondé une boîte pendant 6 ans dans la logistique et le software. Avant ça, j'étais consultant en stratégie et j'ai un parcours plutôt issu des études d'ingénieur. Et donc les ingénieurs, on aime bien les beaux systèmes qui fonctionnent bien, et naturellement j'ai essayé de l'appliquer dans mon entreprise, et ce que j'aime bien faire, c'est l'appliquer aussi personnellement. Donc j'essaie d'avoir des ponts entre ce que font les boîtes et ce que tu peux faire personnellement. Et après, d'un point de vue investisseur, puisque c'est un peu la thématique de la communauté, moi je suis un investisseur un peu tardif. J'ai commencé à m'intéresser, on va dire, à l'argent plutôt aux alentours des 28-30 ans, donc c'est quand même assez tard. Et ça, on pourra aussi en discuter, parce que le but, c'est quand même plus on commence tôt, mieux c'est. L'enjeu, c'est plutôt de structurer ça et de pouvoir avoir un système qui tourne et des habitudes qui tournent à ce sujet-là. Dans ce que tu as fait justement dans l'entrepreneuriat, et peut-être t'étais consultant aussi pour des sociétés, tu nous expliques un petit peu peut-être justement ton domaine d'expertise, ce que tu as fait en tant que de projet que tu as réalisé, des types de choses que tu as pu... Ouais. Sur la partie conseil, ça a duré quelques années, donc ça a commencé dans un des grands cabinets qui s'appelle EY. C'était principalement stratégie des opérations, donc on faisait beaucoup d'amélioration de performance et d'amélioration de process sur les achats, la finance, l'exécution des plans stratégiques pour les boîtes qu'on accompagnait. J'ai continué ça en freelance par la suite, plutôt sur la gestion de projets et de l'accompagnement de projets d'innovation. Il y avait des sujets plutôt dans l'industrie, notamment dans le ferroviaire. Et ensuite dans la partie entrepreneuriale, dans ma boîte, c'était une boîte qui agrégeait des services logistiques, qui existe toujours d'ailleurs. Elle agrège des services logistiques et elle propose une plateforme pour les gérer. Donc il y avait une composante très service
où on faisait de l'achat-revente de prestations, et une composante SaaS où on digitalisait en fait des pans de la logistique qui n'avaient pas accès à la digitalisation, notamment avec la gestion de flux et de la gestion d'entrepôt. Et dans ce cadre-là, en fait, dans la partie entrepreneuriale, comme quand tu es cofondateur, tu touches un peu à tout. Donc, j'ai tout vu depuis les opérations, le produit, de la tech, pas mal de finances aussi, parce on a eu besoin et on a été sur un profil plutôt venture capital, donc avec des investissements privés. Et puis tu touches aussi au RH, à l'organisation, à la vision, aux sales, au customer success, voilà, tous les aspects que tu dois construire, que tu dois industrialiser en partant voilà de quasiment de zéro. Et puis on est monté jusque 30 personnes au plus haut dans l'entreprise. Ok. Ouais, donc t'es quand même en nature sur le boulot que tu faisais, c'était quand même assez entrepreneurial, finalement, vraiment touche à tout. T'es pas genre dans un silo, mais t'es plus sur les problématiques de boîtes plutôt petites. Enfin, j'imagine, ou de secteurs un peu plus petits en Ouais, termes c'est ça. d'effectifs. Ouais, ok. L'idée, c'était, enfin, comment dire, ce qui m'anime en tout cas, c'est de pouvoir détricoter un sujet et ensuite de pouvoir le structurer, mieux le comprendre. Et un peu, c'est un peu comme ça que j'ai abordé aussi le côté financier sur lequel j'étais vraiment, je partais de zéro, hein, je partais de très loin. Donc le but, c'est comment tu t'instruis, comment tu te documentes et ensuite comment tu mets des systèmes en place et comment tu les fais progresser petit à petit. Donc il faut un peu de patience. C'est pas toujours une grande qualité chez les entrepreneurs et notamment chez moi. Mais en tout cas, c'est un peu ma vision maintenant de tout système en fait, que ce soit une entreprise, que ce soit perso. Ouais, avant justement d'en venir aux invests et à la partie finance en particulier, où est-ce que tu vois justement des moyens d'améliorer au travers du process et de l'organisation, peut-être au travers de ce que tu as vu, les parallèles qu'il peut y avoir entre ce que tu as vu et que tu as travaillé pour les boîtes, est-ce que chacun individuellement en fait à faire, parce qu'on a plein de choses, enfin tu vois, moi j'aime bien le concept de système d'exploitation de la vie, c'est le Life OS, où on a plein de choses à faire et en fait on le fait un petit peu au cas par cas, de façon ad hoc, mais pas forcément de façon organisée. On se dit bah c'est cool et puis en fait on laisse après le process, et il n'y a jamais vraiment un process ou un système en place. Est-ce que toi tu as réfléchi à, même au-delà des invests, dans ta vie de tous les jours, à mettre en place des trucs que tu avais vu sur les boîtes? Je crois que la première, enfin une des premières choses que je me suis dites quand ça a vraiment tilté, ça marche dans la gestion de projet principalement. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai constaté d'un point de vue perso. Ou dans la gestion financière, quand tu as un bon business plan ou quand tu as une bonne structure de gestion de projet dans une boîte. Il y a un moment, je me suis dit, ok, on est très fort, en tout cas dans les domaines du conseil et dans les domaines de l'entrepreneuriat, tu es très fort pour faire un business plan hyper calé, avoir une gestion de projet au cordeau pour que tes équipes elles délivrent. Par contre, quand tu regardes d'un point de vue perso, tu regardes jamais ton compte en banque, tu planifies pas les prochaines actions. En tout cas, ça peut t'arriver. Moi, c'était mon cas. Je me dis, c'est quand même marrant cette dissonance entre le métier que tu fais au quotidien, dans lequel tu dois être super organisé, carré, avoir de la planification, avoir un suivi très précis, et à l'inverse, quand tu rentres chez toi et que tu fermes la porte de la maison, c'est encéphalogramme plat, il y a plus rien qui tourne et puis c'est presque l'improvisation. Et donc je me suis dit c'est quand même dommage qu'on ait mis en place et qu'on ait des théories business hyper poussées. Donc avec des bouquins, tu vois, tu prends les bouquins de Stephen Covey ou les bouquins de management que tu peux lire, tu vois, Dale Carnegie, enfin tu vois tous les bouquins qui datent d'il y a 50 ans ou plus, et on les applique pas pour nous-mêmes finalement. Et donc je me suis dit ok, comment tu peux faire un pont entre les bonnes pratiques business et des bonnes pratiques personnelles, parce que finalement à la fin, et ça c'est plutôt ce que je me dis maintenant, c'est que j'ai envie de traiter un peu ma vie comme un business, quoi. C'est-à-dire que faut que ça progresse, t'as des objectifs, une vision, et en fait tout peut se comment dire se recouper, se paralléliser. C'est dans un business, tu commences par la vision, les valeurs, les grands principes. Tu déclines ça ensuite en un objectif, on va dire plus court terme. En général, quand tu montes ta boîte, on te dit c'est quoi ta vision à 5 ans, c'est quoi ta vision à 3 ans, c'est quoi ta vision à 1 an. Donc, une fois que tu as décliné ça, t'en tires des objectifs qu'on veut mesurables. Donc là, tu as toute la méthodologie des OKR, donc Objectif et Key Results. C'est qu'est-ce que je veux atteindre dans 3 mois, 6 mois, 1 an, et comment je mesure que j'y suis arrivé ou pas. Et à partir de ces objectifs et Key Results,
t'en déclines des projets et des actions, à savoir, ok, demain, je dois, je sais pas, pour les investisseurs 4.0, j'ai envie d'avoir 1 million de personnes dans ma communauté. Bah, c'est quoi les actions que je mets en place pour avancer? Est-ce que je communique sur LinkedIn? Est-ce que je fais voilà des podcasts sur YouTube? Est-ce que je communique sur Instagram? Enfin, du coup, tu peux, on va dire, rendre tangible des actions pour un objectif à réaliser. Et finalement, si tu réfléchis d'un point de vue perso, tu peux appliquer la même chose. Quelle est un peu ma mission de vie? Quels sont les grands objectifs ou les grands principes que je me fixe? Et ensuite, comment je les décline d'un point de vue plus court terme, à l'année, au trimestre, et tu peux descendre jusqu'à la journée. Et donc en fait, l'idée c'est de faire une sorte de ruissellement, comme on le fait dans un business, de j'ai une vision super long terme, atteignable ou pas, qui va évoluer tous les 3 ans et que je peux re-challenger tous les 3 ans. Et à partir de cette vision-là, j'en décline des actions de qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour appliquer ma vision long terme. Donc ça reste théorique, mais ça permet d'avoir un cap. Et ce qui est assez beau, et en tout cas ce que j'ai appris sur ces années-là, c'est que tu peux te définir une vision qui est pas forcément, enfin c'est pas une vision qui peut durer nécessairement 10 ans coûte que coûte. Elle a le droit d'évoluer, faut pas être trop rigide. Par contre, quand tu te donnes une vision et un cap, et ben t'arrives à faire en sorte que petit à petit les actions t'emmènent vers cette vision, que tu y penses ou que tu y penses pas. Donc si tu te dis ma vision c'est je sais pas, d'attaquer le marché de l'Asie dans 6 ans sur une verticale bien précise, tu vas l'oublier, et puis 6 mois après ou 1 an après, tu vas te rendre compte que les actions t'ont mené vers cet objectif, et inconsciemment en fait ton cerveau finalement il travaille, et donc ça marche pour le business et ça marche pour le perso. En tout cas, c'est comme ça que je l'applique. Sur cet aspect-là, justement, de garder, en fait, avoir un objectif même lointain, mais qui est très marqué et sur lequel il y a toutes des actions qui vont se greffer. Enfin, ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment un peu lié un peu à la visualisation. C'est-à-dire, tu dis à ton cerveau, j'ai besoin, enfin, je cherche cet objectif, et tu lui rappelles régulièrement, et lui après trouve les voies pour s'y approcher. Tu dis que tu pouvais l'oublier, mais est-ce que c'est pas justement quelque chose que tu gardes en ligne de mire? Comment ou comment même dans les boîtes ils le font, tu vois, pour que ça reste quelque chose qui alimente ton cerveau, même de façon inconsciente? La manière dont tu peux l'appliquer, je pense, en tout cas c'est la manière dont moi je l'applique, c'est très ritualisé. Donc tu as des moments où il faut réfléchir sur le long terme et sur ta vision, et il y a des moments où il faut juste réfléchir à ce que tu vas faire dans la journée. Et ça se fait pas au même moment, ça se fait pas à la même fréquence. Et l'important c'est de te créer des espaces et des environnements qui te permettent de réfléchir à ces sujets-là. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai un bloc de 2 heures où je réfléchis à des informations un peu plus stratégiques, ou des informations un peu plus prospectives que j'ai accumulées pendant un mois. Donc dès que j'ai une idée sur tu vois le marché de l'IA qui va faire x2 par exemple dans les 5 ans qui viennent, je me le mets dans un coin, et ce genre d'informations là, très long terme, très prospectives, je les accumule, et après je me prends un temps pour les dépiler et essayer de les regrouper dans des grandes problématiques que je vais pouvoir adresser. Et ça marche de la même manière d'un point de vue business, c'est-à-dire que sur ton marché, tu vas avoir des grandes tendances de ton marché, puisque tu fais quelque part de la veille, t'es au cœur de ton marché, donc tu vas avoir des grandes tendances, tu vas les accumuler, et à un moment ces grandes tendances-là, en fait, elles vont te servir à répondre à une problématique client ou une problématique de ton marché que tu vas décider de servir ou non. Donc cette problématique marché, ça peut être une problématique produit. Tu vas pouvoir la résoudre avec des solutions que ton entreprise va proposer. Si je peux avoir un exemple, voilà, je sais pas, on a dans 5 ans, il y a les robots autonomes qui vont arriver. Ça c'est une prédiction de Nvidia. Dans 5 ans, il y a les robots autonomes qui vont arriver. Toi, tu es dans le hardware, par exemple la mécatronique. Tu crées des exosquelettes. Est-ce que c'est le moment de passer à un exosquelette qui est autonome? Est-ce que comment tu t'intègres dans ce marché-là? Quels sont les acteurs que tu vas sourcer, ou avec lesquels tu vas interagir, pour que tu puisses entrer sur ce marché qui va exploser, à savoir la robotique et les robots autonomes qui sont alimentés par l'IA. Donc en fait, tu te crées des espaces dans lesquels tu vas réfléchir. Et donc par exemple, tu peux te faire, moi ce que je me fais, c'est que tous les ans, je me repose sur ma vision. Est-ce que ma vision dans 3 ans est toujours la même que celle que j'avais pensée il y a 1 an? Donc tous les ans,
en général, tu fais ça. Le bon moment pour le faire, c'est Noël, Nouvel An. Tu te poses sur ta vision long terme. Ensuite, une fois que tu as posé ta vision long terme, tu te poses des objectifs et des jalons sur le trimestre. Et ces jalons-là, tu les revois. Donc, moi, une fois par trimestre, je me revois les objectifs moyen terme pour savoir si je les ai avancés ou si je les ai pas avancés. Est-ce que dans mon business, j'ai mis en place les actions pour atteindre les niveaux de CA? Est-ce que la communauté que je veux créer, elle a grossi? Voilà, tu relèves les compteurs. Et ensuite, moi, je redescends au niveau du mois. Donc, tous les mois, je me pose, j'ai un rituel pour me dire, OK, est-ce que tous les mois, j'ai réalisé l'objectif, on va dire, plus court terme que j'ai mis en place. Donc, ça marche d'un point de vue perso. Tu veux aller, tu t'es dit dans tes grands principes et dans tes grandes missions, je veux faire du sport et je veux améliorer ma santé physique. Comment ça se traduit? Bon, je vais déjà commencer par m'inscrire à un sport qui m'anime. Donc, ça peut être, je sais pas, tu peux penser au vélo. Je vais faire, dans l'année, je vais faire 5000 km de vélo. Pour faire 5000 km de vélo, c'est-à-dire que sur le trimestre, je vais faire au moins 5, 6, 10 sorties de, je sais pas, 50, 100 bornes. OK. Et donc, tu peux te dire, en janvier, je commence, je fais des petites sorties de 20, 30 bornes déjà. Et donc, tu te retrouves à fin janvier avec ton rituel mensuel pour te dire, OK, est-ce que j'ai fait 20 bornes? Est-ce que j'ai fait 10 bornes? Est-ce que j'ai fait 120 bornes sur cet objectif-là? Et ensuite, toutes les semaines, tu peux te dire, OK, est-ce que j'ai fait une petite sortie vélo, par exemple? Et en fait, du coup, ton objectif très long terme, il ruisselle et il arrive avec une tâche très spécifique qui est, cette semaine, je suis dimanche soir, je suis en train de faire ma revue hebdomadaire. Cette semaine, je sais que les semaines passées, j'ai pas fait beaucoup de vélo. Et cette semaine, je vais me faire une sortie de 40 km. Juste pour en faire une et pour accumuler des points. Et petit à petit, c'est un peu les effets cumulés. Tu t'accumules des actions vers un objectif qui, quand tu te retourneras à la fin d'année, tu auras peut-être fait 4200 bornes, tu auras peut-être pas fait 5000, mais tu auras fait 4200, ce qui est mieux que si tu avais fait 0. Ou tu auras peut-être fait, à l'inverse, 8000 parce que tu auras adoré le truc et que tu auras craqué quelque chose et ça fera partie de ton habitude. Et donc, l'enjeu, c'est de se fixer des caps, de se fixer des caps avec un objectif chiffré, de pas trop s'y attarder, mais en tout cas, de s'assurer que tu aies des rituels à des fréquences et des temporalités qui sont régulières pour te jauger, quoi, finalement. Et ce qui est motivant dans ce système, c'est justement, moi j'ai tendance à le faire, mais après je vais pas regarder les notes que j'ai prises justement et les stats, parce que je pense que ce qui est motivant dans tout type de progression, c'est de voir justement, de voir la progression, l'amélioration, et de regarder un peu les données qu'on a collectées pendant le moment de constatation finalement de choses qu'on a fait, qu'on a dit qu'on a fait. Et toi, c'est une fois par an, peut-être que tu vas vraiment regarder toutes les effets cumulés, toutes les petites actions, ou c'est vraiment chaque semaine, tu vas regarder celle de la semaine dernière et tu vas faire le comparaison, etc. La bonne fréquence en tout cas, moi, ma fréquence idéale sur les objectifs, c'est plutôt le mois. Tous les mois, je reprends si tu veux, au début de l'année, tu te fais une vision, une sorte je vais même faire, tu peux faire un mood board si c'est perso. Moi, j'ai un mood board personnel, par exemple, où je me mets des images sur ce que je veux atteindre dans l'année. Ce qui peut marcher d'ailleurs, il y a des boîtes qui le font aussi, qui font vraiment des visuels. Mais tu peux te donner une vision ou en tout cas une trajectoire pour l'année. De cette trajectoire, t'en découle des gros objectifs que tu vas décliner sur une année complète. Donc des objectifs que tu vas le faire au début d'année, des objectifs plutôt à la fin d'année. L'enjeu, et ça marche business et perso, ça va être de les prioriser. Qu'est-ce que je fais en premier et qu'est-ce que je fais en second et qu'est-ce que je garde pour la fin d'année, parce qu'il faut pas non plus en mettre 50 et après être complètement bloqué parce que tu as trop de trucs à faire. Et le but c'est pas que ce soit stressant, le but c'est que ce soit satisfaisant et que tu sois dans un process continu. Et ensuite tous les mois, par rapport à ce que j'ai sélectionné comme projet, je me dis, est-ce que je suis en avance, pas en avance, est-ce que je suis à risque, est-ce que je suis dans les temps, et ça me permet de réorienter et de recadrer le mois suivant. Et donc, je vais, par exemple, tu vois, à la fin d'un mois, je regarde les projets planifiés. Si j'en ai 24, par exemple, ce qui m'est arrivé la dernière fois, je me dis, OK, c'est beaucoup. Il va falloir peut-être que j'en mette un ou deux en pause pour me refocus sur peut-être une quinzaine déjà. C'est pas mal. Après, il y a différentes dimensions de projets. Tu vois, tu as des dimensions très business, donc professionnel, carrière. Si tu es entrepreneur, ça va être ta boîte. Tu peux avoir des dimensions très, on va dire santé, nourriture,
physique, ça peut être sur le mental, ça peut être avec ton conjoint, ça peut être avec ta famille, ça peut être avec tes amis. Donc, tu as différentes dimensions comme ça que tu peux décliner. Mais donc, sur cette quinzaine de gros objectifs que j'ai sur l'année, ensuite, je me dis, ok, je me les fixe. Et ceux-là, c'est ma prio. Et ceux-là, je vais les regarder toutes les semaines. Je vais regarder quelles actions je mets en place sur ces projets-là. Et donc, ceux-là, c'est mon fil rouge pendant un mois. Et à la fin du mois, je me dis, ok, est-ce qu'il y en avait trop, est-ce qu'il n'y en avait pas assez, est-ce que finalement l'objectif numéro 11, il est peut-être pas si important et je vais en remettre un, je vais le remplacer. Et en fait, tu fais un flux continu comme ceci. Et l'avantage, c'est que c'est un peu un jeu et que c'est un jeu où tu te poses la question de où est-ce que je mets mes billes dans mon année et dans mon mois et comment je réoriente pour une vision plus long terme qui est celle, en l'occurrence, de ton mood board ou de ta vision écrite, parce que tu peux aussi l'écrire. Et donc l'idée, c'est qu'après, tu fais tes revues mensuelles sur des objectifs un peu plus focus, qui te permettent d'avancer. Et ensuite, une fois par an, une fois tous les 6 mois, tu te dis, est-ce que mes objectifs et ma vision sont toujours en phase? Oui, non. Je réajuste. Et voilà. Après, tu peux très vite tomber, en tout cas moi ça m'est arrivé, tu peux très vite tomber dans le côté très ayatollah où tu notes tout doit être hyper strict, hyper carré, et ça c'est usant. Et j'y suis allé, moi j'allais jusqu'à faire des pomodoro, je sais pas si tu connais la méthode des pomodoro. Ouais. Donc 25 minutes de travail à fond et après 5 minutes de pause. Donc j'ai testé ça, franchement c'était pas très drôle. Tu perds le fun tu perds le fun. Ouais, tu sais. Non, mais ce que tu décris là, ça me fait penser un peu, tu sais, cette revue derrière à chaque mois, ça me fait penser un peu aux courbes parce que j'ai emmené mes enfants chez le médecin il y a pas longtemps là, un peu aux courbes de croissance, tu vois, des enfants où en fait t'es entre deux bandes comme ça, il faut que tu navigues plus ou moins sur le silo, sur le couloir que tu t'es créé pour arriver en haut à droite du graphe, à ce que tu veux faire à la fin d'année. Peut-être sur deux trois aspects là que tu as mentionné, peut-être on peut mentionner aussi les outils justement, et puis au fil de la conversation aussi à chaque fois agrémenter un petit peu avec les outils et les plateformes que tu peux utiliser pour le dessin que tu décris. Il y a deux idées là notamment, je me demandais ce que tu utilisais. Donc pour l'aspect collecter des données, tu sais, tu disais que pour des projets les gens collectent des données, les entreprises peuvent collecter sur un projet donné au fil de l'eau en fait toutes les choses qui sont par rapport à la distribution de l'IA notamment ou choses comme ça. Qu'est-ce que toi tu utilises comme plateforme là-dessus? Est-ce que tu as un dossier Notion? Est-ce que c'est quelque chose sous Canva? C'est quoi ce que tu... Ouais. Moi personnellement j'utilise plutôt Airtable, qui est un outil plutôt orienté base de données. Donc ça te permet d'avoir de la donnée structurée et des interfaces d'utilisation qui sont plutôt agréables. En tout cas, tu peux avoir une interface utilisateur qui ressemble à une application web. Et je l'utilise pour tout le flow que je te décrivais, à savoir la fixation, le recensement des insights un peu prospectifs que je vais engranger. Donc, tu vois, ça peut être sur le marché de l'IA, ça peut être sur des choses financières, ça peut être sur le sport. Tu vois, par exemple, la dernière fois, je me suis noté un truc sur les stats de VO2 max pour les sportifs. Donc, qu'est-ce qu'une bonne VO2 max et comment est-ce que ça se décline dans on va dire pour les sportifs plutôt pro et les sportifs plutôt amateurs. Voilà, tout ce qui vient à l'esprit, tu le balances là-dedans. Et ensuite, dans le même outil, je mets les gros objectifs stratégiques long terme. Ces objectifs stratégiques, ils ont des objectifs plus court terme, plus tactiques, donc vraiment plus actionnables, on va dire à l'échelle du mois ou des 2-3 mois qui suivent. Ces objectifs, ils ont des projets que je me fixe avec des tâches associées, et donc tout ce flow là, il est connecté dans un Airtable. Et donc j'arrive à suivre, tu vois, le podcast qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui. Il fait partie d'un projet lié on va dire à du développement de communauté et à de l'interaction avec le marché, qui est lié à un objectif plutôt on va dire de partage de connaissances, et une vision de partage de connaissances que je me suis fixé il y a 1 an, quoi. Et donc je le priorise et je suis ravi de le faire, et je pousse pour le faire, et ça m'intéresse de le faire parce que ça fait partie d'une vision qui est plus long terme, et je me dis ok, ça y participe. Après, est-ce que ça va y participer à 3000% ou à 2%, c'est pas très grave.
finalement, tu vois, l'action fait que tu t'avances vers le bon projet. Et donc ça te permet d'avoir une traçabilité entre l'action que je fais cette semaine et les projets que j'ai fait sur le long terme. Donc en fait, derrière, je vais pouvoir suivre les actions planifiées, les actions réalisées par grands projets et par grandes thématiques aussi. Donc, par exemple, est-ce que sur les 6 premiers mois de l'année 2025, est-ce que j'ai plutôt fait des actions sur ma partie professionnelle? Est-ce que j'ai plutôt fait des actions sur ma partie financière? Est-ce que j'ai plutôt fait des actions sur ma partie personnelle, santé physique? Et ça marche aussi pour une boîte. C'est est-ce que j'ai prioriser mon produit? Est-ce que j'ai priorisé mes sales? Est-ce que j'ai priorisé mon excellence opérationnelle? Est-ce que j'ai priorisé mes finances, ma santé financière? Est-ce que j'ai priorisé ma partie ESG, mon expansion internationale? Donc tout ça te permet d'avoir on va dire un pilotage plutôt high level d'une activité, qu'elle soit pro ou qu'elle soit perso. Ok, donc sur Airtable, je connais assez peu, donc c'est vrai que je pensais moi plutôt à Notion, mais Airtable, je savais pas qu'il pouvait aussi. Pour moi, Airtable, c'était un peu un truc plutôt Excel type, et c'est intéressant de voir que du coup, tu peux dumper des idées sur une sorte de dossier, un peu comme tu ferais pour même un dossier Google ou autre. L'avantage de Airtable, c'est alors les deux fonctionnent. En fait, l'outil importe assez peu. C'est plutôt le process qui va être intéressant. Tu vois, en perso là, en ce moment, j'utilise plutôt et sur ma nouvelle activité là, j'utilise plutôt Airtable en termes de gestion de projet. Maintenant, sur la partie sur mon expérience dans la startup précédemment, on utilisait plutôt Notion sur la gestion de projet. Ça structure la donnée également, mais c'est de manière un peu différente. Tu vois, Notion, ça va plutôt être des documents, on va dire, écrits en texte, qui sont bien adaptés pour justement cette documentation écrite et la partie knowledge. Airtable, tu peux le faire aussi, c'est un peu moins joli. Par contre, ça te structure une donnée de manière différente, et sur la partie analytique, sur la partie vraiment quantitative, ça va être plus facile à utiliser sur la partie catégorisation, sur la partie graphe, et aussi sur la partie, en tout cas c'est ce que je trouve, utilisation de l'IA. Tu vois, eux ils ont un agent IA que tu peux solliciter à l'intérieur. Donc si demain je demande ok où en sont mes projets de la partie je sais pas professionnelle, il va pouvoir aller taper dans les différentes bases de données pour me dire ok t'as tel et tel projet qui sont avancés, dans tel et tel projet t'as telle et telle action, là t'es plutôt en retard, là t'es plutôt en avance par rapport à ce que tu as remonté le mois dernier, et voilà les évolutions, etc. Et donc l'avantage d'un outil comme Airtable, c'est que c'est déjà une base de données qui est structurée comme une base de données que tu trouves dans les back office ou dans les back-end web, et donc l'IA aime bien ça. Et le deuxième aussi cas de pratique que tu mentionnais, c'était les mood boards. Qu'est-ce que tu utilises pour ça? Alors là, je trouve que c'est un simple Google Slide. Franchement, faut pas trop se prendre la tête sur les outils. Tu vois, tu fais des copies écran, Canva, Google Slide. Tu vois, tu peux t'en sortir avec papier stylo aussi, hein. Ça, l'enjeu c'est de le faire. Après, il y a selon ce que tu veux mesurer, tu vas pas pouvoir avoir les mêmes facilités à le faire. Tu vois, si je devais interroger les cahiers que j'ai où j'ai écrit mes idées depuis 2-3 ans, c'est un peu plus difficile qu'une base Airtable, quoi. Et tu fais des choses de façon justement analogue. Tu réutilises un peu des carnets aussi ou? Ouais, complètement. Tu vois, j'en ai un là pour prendre mes petites notes. J'ai un petit carnet où un peu pour allez, on va dire une sorte de journal intime quotidien. Et tu les relis, ces trucs-là, enfin, ils te servent aussi, tu les fais en parallèle, tu vois, des informations que tu collectes et que tu revois sur un support plus digital. Comment tu évolues? Ils me servent un peu de, comment dire, de messages. C'est un peu mes messages subliminaux, tu vois. Je sais que le matin, je me pose, je vais écrire un peu mes priorités. Et dans les priorités, je mets toujours une petite case sur faire du sport, aller à l'entraînement. Tu vas passer, enfin voilà, où si tu vois ta famille, c'est te dire ok, aujourd'hui tu vois, je sais pas, ta sœur, tes parents, ta femme. Oublie pas que c'est le moment important de ta journée, donc sois bien présent à ce moment-là, tu vois, sois bien avec la personne à ce moment-là. Et donc ça je m'en sers parce que bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais l'idée c'est de se dire ok, tu te lèves le matin, tu t'écris ces choses-là dans ton carnet, tu regardes ton planning, et puis tu essaies de te donner, on va dire, une orientation quotidienne.
Et le soir, tu te poses et tu te dis, ok, est-ce que j'ai tu vois, est-ce que j'ai lu le livre que je voulais lire aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu l'article que je voulais lire aujourd'hui? Est-ce que j'ai produit ce que je voulais produire aujourd'hui? Oui, non. Et ça te permet d'avoir une sorte de mini to-do list qui reste quand même quelque part et inconsciemment en lien avec tes objectifs long terme. Ouais, je comprends. Je crois que ce que j'imagine que comprendre de ce que tu décris, c'est un peu un niveau supérieur en fait dans ta hiérarchique de bien-être mental, voilà, en termes de priorité, c'est au final c'est quelque chose que tu vois au début de la journée, à la fin de ta journée. Le reste, ça va être que des choses un peu plus opérationnelles, mais pas oublier la big picture, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après, enfin, tu vois, que ce soit que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, l'important, c'est aussi d'être en bonne santé. Si t'es en bonne santé et que si t'es bien dans ta tête, t'es meilleur. Enfin, je veux dire, c'est le parallèle que je fais, c'est souvent avec le sport de haut niveau, tu vois, parce que c'est facile à comprendre. C'est que les sportifs de haut niveau, et le comparatif facile, c'est les, je sais pas, footballeurs ou joueurs en NBA et les commerciaux. Je veux dire, il y a des jours t'as match, il y a des jours faut te reposer, il y a des jours faut aller travailler ton shoot, faut aller travailler tes lancers francs, faut aller faire de la muscu, faut aller regarder la vidéo de tes adversaires et de tes compétiteurs. Voilà, donc et ils y passent tous. Donc il y en a, ils dépensent des centaines de milliers de dollars en coaching, que ce soit le kiné, le coach mental, les appareils, le cuistot. Tout ça, ils le font parce que derrière, ça sert leur objectif principal, ce qui est quand tu dois aller sur le terrain et aller marquer dans le money time, ben t'es prêt. Bah, si tu fais le parallèle avec les commerciaux, il y a un moment quand tu es face à un client et que tu dois le signer et que tu dois comprendre un peu la subtilité du deal, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu aies préparé ça en ayant analysé ton marché, en connaissant tes forces, tes faiblesses, en connaissant les compartiments du jeu dans lequel toi t'es fort personnellement et ton équipe est forte elle aussi, en étant reposé. Parce que si tu dors pas et que t'es pas alerte, tu seras pas très réactif face à un client. Donc en fait, c'est un peu pour moi la même chose, en tout cas le même principe. Ouais, chaque élément compte en fait. Tout va jouer dans la balance. Combien Ouais. de temps de sommeil t'as eu la nuit d'avant, qu'est-ce que t'as mangé. Ouais, c'est. Et tu vois, combien de fois tu te dis, ok, je vais aller, enfin, tu vois, tu, tu, tu sors le soir, tu poses pas de questions, t'as bu 2 pintes, le lendemain, t'es pas bien, quoi. Je veux dire, surtout quand t'as passé, comme nous, la trentaine, il y a un moment, le système, il met plus de mal Ouais. il a plus de mal à encaisser. Et pourtant, c'est important pour ta vie perso, ta longévité, mais aussi pour ton côté, enfin ton côté pro, quoi. Enfin, si t'es pas alerte, si t'es pas présent, t'es moins efficace. Donc tu vas aussi être moins performant, et donc c'est pas forcément des bons points que t'as engrangés, quoi. Alors je dis pas, des fois, faut quand même aller faire un petit tour le jeudi soir, prendre l'apéro. Ça fait pas de mal à personne, ça fait de mal à personne, et ça s'organise, je trouve. On a vu un peu là, un peu l'aspect des objectifs, de la mission, ces parallèles qu'on peut avoir avec les entreprises aussi, comment créer aussi voir que c'est un tout. Et il y a un autre aspect un peu plus justement axé sur les invests. Est-ce que sur la partie investissement, tu disais que toi t'étais t'as commencé à investir sur le tard, mais t'as toujours cette curiosité naturelle et par rapport au process d'optimiser les choses. Qu'est-ce que tes découvertes et t'ont apporté en fait? Qu'est-ce que tes recherches et dans ce thème-là de mieux t'organiser, d'optimiser pour tes finances t'ont apporté comme peut-être notion intéressante pour les gens qui écoutent? Euh, alors je crois que le déclic, ça s'est fait avec plutôt un livre que j'ai lu. Donc je suivais un mec qui s'appelle Ramit Sethi, donc je crois que tu connais d'ailleurs. Enfin, qui donc lui il est plutôt sur la partie marché US, etc. Et il parle de finances personnelles et d'investissement. Donc après, le marché US, ils ont des spécificités qui sont pas les nôtres, euh, mais il y a des parallèles qui sont intéressants à faire. Et donc quand tu arrives à tes 28-30 ans et que tu entends parler d'investissement à droite, à gauche, et que tu regardes ton compte en banque et tu te dis, ok, j'ai que mon compte courant, tu te dis, ok, il y a peut-être un problème, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Surtout que le concurrent, c'est pas comment dire, le mécanisme, ou en tout cas l'instrument financier le plus efficace. C'est sûr. En général, bon, bon, moi je m'en suis rendu compte à 30 ans. Si tu te rends compte avant, c'est quand même un peu mieux. Mais parce que en France, je trouve, enfin,
on a assez peu, ou en tout cas, on a beaucoup de mal à parler de finances. Même en famille, tu vois. J'ai discuté avec un pote récemment, je fais juste la parenthèse, qui maintenant vit en Suisse. Les Suisses, par exemple, c'est totalement l'inverse. Ils parlent de finances, d'investissement toute la journée. Enfin, on allait faire une rando encore. J'étais chez lui il y a quelques temps. On allait faire une rando dans le refuge. Il y avait 6 Suisses à côté de nous. Ils parlaient du cours de l'or, de la bourse. Enfin voilà. Je veux dire, nous, jamais de la vie, on parle de ça dans un refuge à 3000 mètres. Quoi. Tu vois. Donc ça, c'est assez surprenant comme corrélation. Mais en fait, en France, on a donc tu vois des économistes qui nous disent qu'on a une faible culture économique, et en plus en finance personnelle, on est aussi peu enclin à en parler. On t'en parle pas, et donc si t'as pas un environnement social qui est déjà qui connaît un peu les rouages, bah en fait tu passes à côté. Donc moi, dans mon cas, on n'avait pas forcément de discussion financière particulière. Donc, à 30 ans, je me suis dit, OK, j'ai tout sur mon compte courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Plus le fait que tu gères tes finances à l'inverse de ce que tu fais pour ta boîte, à savoir, tu les regardes pas trop. Et donc, Ramit Sethi, il écrit un livre et il passe par plusieurs étapes. Et je suis passé par ces étapes-là de manière assez scolaire. Moi, j'ai fait le bon élève, j'ai lu son livre et j'ai appliqué bêtement ce qu'il racontait. L'étape numéro 1, c'est de se dire, OK, déjà, regarde ton compte en banque et regarde qu'est-ce que tu dépenses. Et la question, c'est est-ce que tu es content avec là où ça va? Donc, tu peux avoir donc tu as des coûts qui sont fixes. Donc, il faut manger, donc il faut que tu ailles faire les courses. Peut-être que tu as un emprunt qui peut être un emprunt lié à ton immobilier parce que tu as une résidence principale, peut être un emprunt d'investissement locatif. Tu as des coûts fixes qui vont s'adosser à ça. Ça peut être t'as des coûts qui sont liés on va dire à des économies que tu dois faire puisque tu vas avoir des dépenses récurrentes annuelles. Donc tu vas en vacances. C'est un budget entre je sais pas 1000 et 10 000 euros par an. Donc ça, c'est à la fin de l'année, tu as quand même des dépenses liées à ça. Tu as des coûts liés à le sport que tu vas faire. Tu as des coûts liés où tu vas aller au resto, tu vas aller boire des coups, tu vas faire du shopping. Voilà. Donc en fait, tu listes les grandes catégories. Il y en a à peu près une dizaine, et tu vas de tes revenus, tes coûts fixes, comme un PNL. Hein. Revenus, coûts fixes, les dépenses, on va dire les provisions, donc les économies. Donc, là, on parlait, tu vois, les vacances, tout ça, ouais. Et t'as les investissements. Bon, autant te dire que quand je vais commencer à le faire, dans la partie investissement, il y avait 0. Voilà. Donc à partir de là, tu as, on va dire, un paysage de ta santé financière. Et la question numéro 1, c'est est-ce que tes revenus couvrent tout ce qu'il y a en dessous dans ton PNL? Donc, est-ce que ton cash flow à la fin, il est positif ou négatif? S'il est négatif, tu sais qu'il va falloir cuter 2-3 trucs, ou qu'il faut augmenter tes revenus d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, tu te donnes une sorte de stratégie. Bon, une fois que tu as fait ça, tu as l'état des lieux et tu as l'état des lieux de la réalité. Donc, le déclic, c'est de se dire, je vais regarder vraiment mon compte en banque et je vais vraiment me poser et me faire violence pour voir la réalité de ce que je fais. Et derrière, c'est est-ce que je suis content avec cette allocation, et est-ce que cette allocation je la modifie. Donc est-ce que je me mets et donc là tu pars dans la partie budget. Donc en fait tu vas revoir tes budgets. Donc est-ce que pour les courses par exemple avec 400 euros par mois à Paris c'est suffisant? Est-ce qu'il faut 500? Est-ce que je peux descendre à 200? Est-ce que les restos que je regardais pas trop en termes de dépenses est-ce que je peux me limiter à 150 euros par mois? Est-ce que, à l'inverse, c'est open bar et je vais aller à 2000 euros par mois? Et donc, tu vas descendre ligne à ligne et tu vas jouer avec ça. Et tout ce qui reste, bah, tu peux soit le mettre dans de l'investissement, soit le mettre dans une poche d'urgence. Donc, là, il y a, pareil, deux stratégies, on va dire, en parallèle. C'est que tu peux te créer un petit trésor de guerre pour les coups durs dans un temps 1, et dans un temps 2, tout le surplus, ben, tu peux l'investir dans des instruments financiers qui sont plus efficaces. Donc ça peut être et donc la phase 1, c'est donc tu regardes tes finances. La phase 2, c'est tu regardes les flux et tu réalloues tes flux en fonction de tes besoins. Donc ça va être ton loyer si tu es en location, ça va être tes emprunts si tu en as, tes courses enfin voilà, ton budget courses, etc. Un truc assez basique. Et ce qui reste, ensuite, tu l'accumules ou tu le fais travailler. Globalement, c'est un peu ça.
Il y a des automatisations que tu as réussi à faire là-dessus, justement? Alors, ouais, là, tu peux automatiser la première phase d'automatisation, c'est les virements bancaires, interbancaires. Donc là, tu passes de une banque à plusieurs banques, parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'allouais un budget par banque. Donc, donc j'avais ma banque classique où il y avait tout. Après, j'ai ouvert un compte plutôt Revolut. Et dans mon compte Revolut, je lui envoie automatiquement tous les mois le budget alloué aux courses et au truc où je vais pas y penser, quoi. Donc j'ai un budget course et un budget, si je vais au resto et que ça me coûte 15 balles, j'y pense pas, quoi. Et ça, c'est dans une carte Revolut qui est dédiée. Et donc je sais que quand cette carte-là elle est à zéro, c'est que j'ai trop dépensé, donc ça me met une petite alerte. Et donc tu commences à segmenter en fait tes usages en fonction des banques et en fonction des cartes, peut-être même, parce que maintenant, par exemple, tu as des banques institutionnelles qui font des cartes virtuelles. Donc tu peux segmenter tes dépenses et tes budgets en fonction de différentes cartes et différentes banques. Donc les automatisations numéro 1, c'est les flux financiers automatiques, ton loyer, tes emprunts, tes budgets pour les différentes catégories de dépenses vers le bon compte en banque ou vers le compte en banque qui lui est destiné. Donc ça, c'est les premières automatisations. Et sur la poche Invest, est-ce que tu as justement automatisé aussi, ou du moins systématisé un peu les choses? Tu commences avec des trucs simples, c'est livret A, PEA, et PEA, là-dedans, tu peux acheter des actions, des ETF. Donc j'ai commencé avec ça. Et après, tu peux commencer à t'intéresser à des actifs financiers, on va dire un peu plus risqués ou moins dilués, les actions. Là, c'est ce que je commence un peu à faire là. Et ça, je m'aide pour le coup de l'IA pour analyser des boîtes et regarder ce qu'elles me racontent et ce que j'ai investi par ici. Là, je suis plutôt en mode test pour l'instant pour voir ce que ça dit et essayer de mettre une discipline là-dessus. Et avec les néobanques, justement, tu peux créer des achats récurrents maintenant. Donc toi, ton portefeuille actuellement, finalement, il est beaucoup, d'invest, il est beaucoup financier, en excédant un petit peu de toutes les couches en bas des coûts de la vie, provisions pour coups durs ou pour projet. Et après, avec le reste, c'est ce petit capital que tous les mois tu peux faire fructifier. C'est celui-là que tu checkes l'allocation de cette poche régulièrement tous les mois, et c'est là où tu t'écris que tu vas sur ETF en DCA, d'autres types de trucs et actions notamment. Tu veux faire du stock picking, en fait, c'est ça ta stratégie du coup aujourd'hui? Alors il y a via l'IA, quoi. Si tu veux, il y a eu 3 étapes. Il y a eu l'étape 1, est-ce que je génère du cash flow personnellement, tu vois, est-ce que avec le salaire et les coûts que j'ai de la vie, est-ce que je perds de l'argent tous les mois ou est-ce que j'en gagne? Mais c'est même stratégie qu'une boîte, hein. Ok, j'en perds, donc j'en perds, donc j'ajuste. Maintenant j'en gagne. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais déjà un petit trésor de guerre pour me dire, si jamais j'ai plus de travail demain, pendant 6 mois, 1 an, je peux tenir. Et ça dépend de chacun. Tu vois, il y en a, ils vont vouloir tenir 3 mois, il y en a, ils vont vouloir tenir 18 mois, il y en a, ils vont vouloir tenir 24 mois. Et donc, tu as une sorte de trésor de guerre qui est, si demain, il y a plus de revenus zéro, je peux tenir combien de temps? À dépenses équivalentes. Et une fois que tu as fait ça, après, tu t'attaques à comment je fais fructifier le reste. Donc, tu accumules ton trésor de guerre et derrière, c'est quelle classe d'actifs à laquelle je commence à m'intéresser. Donc, ça peut être l'immobilier, ça peut être du coup les ETF, ça peut être le stock picking, ça peut être les matières premières, ça peut être la crypto. Voilà, tu peux avoir plein de trucs. Ça peut être ça peut être les startups aussi, parce qu'il y a des boîtes maintenant comme Tudigo par exemple qui te permet d'investir en tant que particulier dans des startups. Donc et toi, donc t'as fait un petit peu d'immobilier aussi ou pas du tout? Ouais, un tout petit peu, quoi. Mais vraiment, ouais, c'est pas mon cœur de cible. En mode SCPI peut-être, ou des choses comme ça. Ouais, même c'est juste du meublé, vraiment une opportunité. Ok. Ouais, c'est une opportunité qui s'est présentée dans ma région. Je l'ai prise, mais c'est pas ma spécialité, parce que ça nécessite quand même pas mal de temps pour les visites, l'analyse. Et surtout la compréhension du marché. Et puis comme j'habite à Paris, c'est pas forcément là où j'ai envie de faire du meublé non plus. Ta vision par rapport aux invests, c'est d'y passer avec tout ça le moins de temps possible pour donner du temps là où tu as ta zone de génie, là où tu vas créer de l'impact financier. J'imagine que c'est plus dans ton activité. C'est ça ta vision par rapport à ça, ou tu veux vraiment maximiser peut-être ton rendement en mettant plus de temps dans la machine, quoi? Je pense que si tu veux maximiser ton rendement, il faut y passer vraiment du temps. Enfin, je veux dire, du coup, tu fais du stock picking, faut être dedans à 200%, quoi.
Donc je pense pas, et surtout que on parle pas de montant. Tu vois, pour être tout à fait franc, j'ai pas des dizaines de millions à déployer ou même des millions à déployer. Et pour vraiment générer un revenu sur ce type de classe d'actifs là, je pense qu'il faut des grosses sommes, des très grosses sommes. Et l'idée, c'est plus de faire travailler un capital petit à petit sur une vision long terme. Donc c'est pour ça que le stock picking, c'est vraiment des actions long terme, durables. C'est pas des actions où je vais faire un flip sur 3 mois, 6 mois ou une semaine, parce que c'est trop stressant. Et donc à partir du moment où tu fais un DCA et que ta stratégie dans ta tête c'est du DCA et d'investir petit à petit sur le long terme, tu fais pas des performances plus 60%, plus 100%, plus 500%. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est plus, tu vois, c'est plus mesuré que ça. C'est, voilà, tu essaies de battre un peu t'essaies de battre ton livret, c'est déjà pas mal. Et puis si t'arrives dans les, je sais pas, tu vois, les 15, 20, 30% max, c'est déjà une bonne perche, je pense, sur ce genre d'actifs. Sur quoi tu fais ton suivi, peut-être tous les mois, justement, de tes allocations, de la richesse, finalement, que tu génères et dont tu disposes? C'est ça qui doit être, j'imagine, à ta ligne de mire. Tu utilises quoi pour, Là, alors il y a moi j'utilise un dashboard que je me suis fait maison sur les différentes poches de cash que j'ai, enfin de cash, les différentes poches d'argent qui peuvent être du cash ou de l'investissement, etc. Donc un bête Google Sheet où tu fais ton rituel tous les mois à loguer les montants que tu as dans chaque catégorie. Donc dans tes comptes en banque, tes livrets, tes comptes d'investissement, tes comptes d'épargne, etc. Et ton immobilier si t'en as. Et l'idée, c'est de voir au mois le mois son évolution. Et là, ce que je calcule, c'est la richesse nette. Donc tous les assets moins toutes les liabilities. Je veux pas le mot français, mais ça on trouvera. ouais, les obligations, quoi, les engagements. Les actifs passifs, voilà, c'est tout ça. Tous les actifs, tous les passifs, et tu regardes si ça évolue au mois le mois, à l'année, et tu vois, par exemple, c'est avec ça que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'exposition, on va dire, sur un compte courant non actif, et donc je me suis dit, ok, ben faut que je prenne un peu de ce compte courant là pour le mettre dans des trucs qui travaillent. Et donc petit à petit, tu peux visualiser où t'en es avec des catégories dans l'allocation financière que tu vas avoir personnelle, et tu vas te dire, ok, ben là j'ai de l'argent qui dort un peu, qui sert à rien, est-ce que je peux me permettre de le mettre ailleurs? Potentiellement tu peux te dire aussi non, tu vois, tu peux te dire, ok, je le laisse là parce que bah j'ai pas trop de visibilité sur l'avenir, il me faut quand même 6, 8, 12 mois de cash très disponible et très liquide, donc je vais le mettre nulle part, je vais juste le garder là, et puis c'est pas grave, peut-être que dans 6 mois, dans un an, tu changeras d'avis. Tu vas aussi de façon prospective sur une sorte de prévisionnel aussi, du coup, au-delà de juste le fait de provisionner tous les mois des trucs pour une dépense particulière, mais tu vas sur des tableaux de trésorerie mensuels où on n'en est pas à ce niveau-là, quoi. Ça, je le faisais dans ma boîte, je le faisais. Donc d'avoir un prévisionnel de trésorerie, c'était important. Donc t'avais trois indicateurs, trois documents financiers qui étaient clés. C'était déjà ton business plan, qui te permettait d'évaluer la santé de ton business et de descendre jusqu'à l'EBITDA tranquillement. T'avais le cash report, donc qui te permettait d'avoir vraiment tous les flux de trésorerie et le rapport de trésorerie, on va dire, qui te permettait de savoir au mois le mois ce qui rentrait, ce qui sortait effectivement. Donc quand tu factures des choses, elles arrivent idéalement en 30 jours, mais réellement plutôt en 45, des fois en 60 et par moment en 90. Donc déjà en termes de trésor, ça te tire un peu dans le mal. Et une fois que tu avais ces deux documents-là, tu pouvais avoir une visualisation à la fois standard, qui est le business plan de ton business, enfin le PNL plutôt, donc une vision très standard. Tu avais une vision réelle de ton cash avec le reporting de trésorerie, et après tu pouvais tirer le prévisionnel de trésorerie sur la base des flux qui allaient venir, des flux qui n'étaient pas encore là, sur la base de ton business model aussi, parce que le business model te permet de tirer en fait le futur. Donc l'idée, c'est de jongler entre ces documents-là pour à la fois avoir une vision structurée de ton business, d'avoir une vision sur le cash, parce que le cash, c'est un peu le sang et la santé de la boîte, et derrière, à partir de ton cash, tirer le prévisionnel sur la base ajustée ou pas d'un business model que tu auras, d'un business plan que tu auras établi.
Donc avec ces 3 documents-là, tu pouvais bien piloter ton business. Et après, il se décline au mois ou à la semaine ou voire au jour en fonction de l'urgence dans laquelle tu es dans ton business. C'est vraiment ça, c'est un truc je trouve qui est clé qu'on doit faire même quand on n'a pas un business forcément, même quand en side business, tu vois, t'es salarié mais t'as une activité à côté, même d'investissement, enfin voilà, il y a toujours des projets à faire qu'on a à côté. Et prévisionnel de trésorerie, c'est super important. Il y a quand même, moi, j'ai trouvé déjà le truc que je trouve, c'est peu importe en fait le support. Je trouve que quand plus le support pour créer un business de trésorerie, il est euh, il est sophistiqué et délégué, et moins en fait tu t'impliques dedans, et je trouve moins c'est impertinent. Et je trouve que justement un Google Sheet, un Excel, un truc propre mais qui est pas parfait, mais qui te permet de comprendre vraiment où vont l'argent, c'est vraiment plus important que. Ouais, et l'enjeu, c'est le côté, je reviens là-dessus, mais c'est le côté rituel, quoi. On revient au sport, mais c'est comme la salle de sport. Si tu veux, si tu veux courir plus longtemps et t'es préparé à un marathon, il va falloir que tu cours un moment, quoi. Tu vois, je veux dire, et courir à un moment, c'est commencer. Tu peux regarder. Il y a un moment, je regardais toutes les semaines mes finances, par exemple, juste pour que ça travaille. Là, je le fais plutôt une fois par mois. Mais une fois par mois, je relève les compteurs. Et je relève les compteurs, j'ai pas un super outil automatique piloté par l'IA qui va me relever les compteurs automatiquement en exportant toutes les données de tous mes comptes en banque. Trop compliqué, ne serait-ce que le faire et en plus de le maintenir. Tu vas sur tes comptes en banque et tu copies-colles, ou en tout cas t'écris à la main là où t'en es. Et déjà, si tu fais ça, c'est pas mal, tu vois. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui perdent de temps justement dans la précision d'un outil qui serait parfait, alors que justement l'intérêt c'est de faire travailler la machine là-haut là et de faire comprendre les grandes masses, parce qu'au final c'est pas à la virgule près qui est important, c'est de savoir où est-ce que t'en as, où est-ce que ça va, et t'as pas besoin d'un truc vraiment super structuré pour ça. Mais et parfois c'est dur, hein, parce que tu parles à un ingénieur. Moi, j'adore trouver des trucs à automatiser et bricoler un peu dans le côté technique. Ou en tout cas le côté très process, système, machin. Est-ce que je peux automatiser tel truc, traiter telle data d'une manière. Enfin, je peux me perdre là-dedans des heures. Et à la fin, tu te dis bon, c'était sympa, mais va falloir le maintenir et le temps il est pas bien alloué là, du coup. Ouais, c'est clair. Et le temps. Alors du coup, tu t'es amusé, mais t'as pas forcément gagné grand-chose. C'est ça. Et t'as fini le truc, t'as un beau truc qui fonctionne pas, mais qui est très joli, quoi. Enfin, qui est pas pratique. Il y a aussi, pardon, je t'ai coupé, mais pour l'exemple, au tout début, j'avais fait au tout début, pendant, je pense bien un an et demi, je faisais mon suivi financier dans Airtable. Donc c'était très bien parce que t'as quand même des côtés pratiques dans la catégorisation, la data, etc. Mais il fallait quand même aller à la main catégoriser tes données, vérifier les cohérences des uns et des autres. Tu avais des formules qui étaient différentes en fonction du compte en banque, d'où provenait la donnée. Donc par moment, tu avais des incohérences, et puis au final, je l'ai abandonné. Maintenant, j'ai juste un Excel où je relève les compteurs, et ça marche très bien aussi. Maintenant, pour un business, tu peux commencer comme ça très très vite. Si tu commences à industrialiser, tu vas te rapprocher d'une solution qui est plus structurée. Mais c'est le même principe, c'est que tu vas regarder ça tous les mois, tu vas regarder la cohérence. C'est juste que tu auras soit des gens qui vont pouvoir le structurer pour toi, soit des outils qui vont le structurer parce que c'est standardisé. Mais le rituel est le même, c'est que tous les mois tu te poses et tu regardes tes finances et tu réfléchis à est-ce que je prends telle ou telle décision en fonction du cash disponible, en fonction de la tête de mon PNL et des prévisions qui sont à venir, quoi. Ouais, je pense qu'il y a des étapes, quoi. Je pense qu'il faut commencer par mettre les mains dans le cambouis, vraiment de comprendre sur une base vraiment simple où va l'argent sur une année complète de 12 mois. Après, quand ça commence à structurer, peut-être une assistante virtuelle serait intéressante, ou assistante personnelle. Et après, on va vers le comptable quand vraiment c'est. Ouais, c'est ça. Bah, après, il y a un moment, faut un comptable, quoi. Je veux dire, tu peux pas. C'est trop compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, déjà. L'étape numéro 1, c'est faire un export de tes 12 derniers mois sur ton compte en banque ou sur le compte en banque le plus actif, catégorise et regarde ce que ça raconte. Et puis, déjà, tu vas comprendre 2-3 trucs ou tu vas te poser 2-3 questions. Ouais, et l'interprétation de la donnée, ça c'est le truc qu'il faut garder, je pense, pour l'entrepreneur, quoi, à faire. T'as pas le déléguer parce que c'est ça qui est clé, quoi. Ouais. Et après c'est pareil, c'est rituel et patience, parce que tu vas commencer par faire des exports un peu dégueux, et puis tu vas le structurer petit à petit.
Et patience, parce qu'au début c'est comme en sport, tu cours 5 kilomètres et puis après tu vas faire 6 et puis après tu vas faire 10 et puis après tu feras ton marathon. Mais si t'as jamais couru 5, tu vas pas commencer par un marathon, donc faut y aller étape par étape, et c'est pareil pour tout segment de ta vie en fait. C'est ça qui est, voilà. Il y a un autre aspect justement on aurait peut-être négligé ou oublié, qui serait important dans la vie, qui toi vraiment te change la vie dans le process. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait un déclic, ou en tout cas ce dont je me sers de manière systématique, c'est quand j'ai un domaine qui est inconnu, j'essaie de trouver le meilleur bouquin pour le craquer. Donc, tu vois, là, on parlait des finances personnelles. Bon, il s'avère que, tu vois, j'écoutais un podcast, Ramit Sethi est tombé dessus, il parlait de son bouquin, j'ai acheté son bouquin, bouffe, les finances personnelles, c'est devenu un système que j'alimente. Alors, il est loin d'être parfait et je suis loin d'être un super expert, mais pour l'instant, il marche comme, il fonctionne pour moi, quoi. Mais dans ma boîte, c'était, tu vois, au tout début, c'était les RH. Je sortais d'expérience, j'avais jamais ni recruté ni managé. C'est ok, les RH, je sais pas ce que c'est, quoi. Je comprends pas. Donc j'ai acheté un bouquin qui s'appelle Who, que tu peux trouver. Je l'ai lu et je m'en suis servi, et ça me structure encore aujourd'hui la manière dont je vois le process RH, de la définition de ce que tu as besoin, fiche de poste, jusqu'au rituel hebdomadaire avec tes salariés. Et en fait, en lisant ça, tu te forges une culture, et ça marche pour tout. Ça marche pour évidemment les finances, ça va marcher pour le produit. Tu as un très bon livre qui s'appelle Inspired sur le produit, qui te détaille les process, les gros process, en fonction de la taille de ta boîte. Tu as une autre ressource qui s'appelle Shape Up, qui te parle du produit et comment tu mets une bonne dynamique produit dans une boîte. Enfin, voilà, t'as beaucoup de ressources, et je pense que par moment, on a tendance à se dire, ok, avec le bon sens, ça va passer, etc. Et puis je me rappelle que un tel a dit quelque chose. En fait, il y a des bouquins qui ont été écrits à 50 ans, 60 ans, 100 ans. Il faut s'en servir, quoi. Et ils sont là, ils coûtent 10 euros chez ton libraire, et ce serait dommage de pas les acheter, quoi. Tu vois, donc je me sers maintenant je me sers beaucoup de ça. En parallèle, t'as YouTube, mine d'or de connaissances. Et puis avec l'IA et ChatGPT ou Claude, moi j'utilise pas mal Claude, ou Perplexity. Bon, t'as un sujet que tu connais pas, tu lui poses la question et t'as déjà des lignes directrices qui sont super intéressantes et qui te permettent de creuser, tu vois. Et ça, maintenant, je trouve que c'est un levier, par contre, de développement de la connaissance qui est énorme. Ouais, je pense que cette évolution vers l'IA, elle va nous pousser en fait à nous justement monter d'un cran en termes de ce sur quoi on est responsable et ce sur quoi on va déléguer. Tu vois, par exemple, être de plus en plus des interpréteurs de données. Ça va être vraiment ça notre rôle, nous humains. Mais par contre, comme pour revenir à ce que tu disais sur quand tu as un nouveau domaine que tu voudrais maîtriser, lire les livres qui peuvent parfois être datés, mais qui ont, d'un point de vue structurel, et comment comprendre et saisir une activité qu'on comprend pas dans le process, qui sont encore tout à fait actuels. Et toi, il y a plein de trucs dans ma vie quotidienne où je me dis, en fait, c'est comme ça que je devrais avancer. C'est au lieu d'essayer d'être à mesure qu'un truc m'arrive, putain, faut que je résolve le problème, tu vois, genre taxe foncière, putain, j'avais pas pensé. Ou alors, comment ça fonctionne l'URSSAF ou la TVA, je suis pas trop sûr. En fait, me faire des sortes de micro-sessions. Ok, je vais dominer tu vois, la notion de TVA dans une boîte. Je vais me donner un mois et je vais devenir un super pro vis-à-vis des ressources. Et après, tu stockes ça sur ta base de données et ça devient un truc sur lequel t'as plus besoin d'y revenir, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, tu sais où chercher. C'est peut-être plus ça. Tu peux oublier, mais au moins tu sais où chercher. Et ça, c'est quand même vachement bien. Mais tu vois, on parlait des ressources. Donc effectivement, il y a le côté l'IA peut être un super levier d'accès à la connaissance. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et faut garder un esprit critique, parce que il y a des hallucinations qui existent encore, où il y a des interprétations qui sont pas forcément les bonnes, ou des données qui peuvent être erronées, parce que c'est un modèle statistique, donc forcément t'as une part variable non maîtrisée, quoi, non explicable. Donc c'est bien de croiser les données. Ça reste ça reste le même process que précédemment. Avant, tu lisais un article, tu lisais un site internet, ou tu lisais une étude. Tu pouvais aussi la prendre pour argent comptant, ou tu pouvais croiser avec quelque chose d'autre. Bon, c'est le même process avec de l'IA, c'est juste que ça va plus vite parce que t'as accès à plus de données de manière
enfin de manière plus efficace. Et après, tu vois, on parlait tout à l'heure des OKR et de ces méthodologies-là. Il y avait pas mal de ressources de boîtes de conseils ou de spécialistes qui le proposaient aussi sur YouTube et qui le proposent en termes comment dire, de prestations de services sur les OKR. Mais quand tu lis Stephen Covey, qui est un livre, donc les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, un de mes livres préférés, en fait, c'est les OKR. C'est que tu commences par ta vision, tu déclines tes rôles, et tes rôles quand t'es d'un point de vue perso, c'est t'es conjoint, t'as ton travail, t'as tes amis, t'as ta famille, etc. Mais dans une boîte, ça peut être les rôles d'une boîte classique, quoi, les finances, le produit, les sales, etc., les opérations. Et ensuite, tu déclines des objectifs. Voilà. En fait, c'est pareil. Ça a été écrit il y a, je sais pas, 50 ou 70 ans et ça a pas pris une ride. Pour les sales, t'as les livres de Robert Cialdini ou de Dale Carnegie sur tous les biais cognitifs et la manière comment dire, d'influencer les gens dans une discussion. Alors après, Cialdini, tu vois, c'est influence et manipulation, le nom du livre. Donc après tu mets ton curseur éthique là où tu veux. Influencer pour un bien, on va dire un win-win, c'est bien. Manipuler pour le mal, c'est le même outil, mais c'est pas le même usage, quoi. Donc tu mets le curseur où tu veux. Mais tous ces livres-là, ils ont été écrits il y a plus de 50 ans et ils marchent toujours, quoi. Et parfois on les oublie. Et dans les trucs nouveaux, justement, enfin toi, pour toi, il n'y a pas forcément un truc nouveau qui est en ce moment, qui est vraiment particulièrement pertinent. Plus que ça, justement, toi, tu vas puiser dans des vieilles, dans les vieilles recettes, vieilles marmites. Ouais. Bah, après non, je veux dire, il y a des livres que des fois je prends un nouveau. Après je suis très acheteur compulsif sur les livres. Tu vois, je rentre dans une librairie, j'ai du mal à pas ressortir avec un ou deux bouquins, quoi. Donc des fois tu tombes sur des bouquins qui sont plutôt nouveaux, mais tu te rends compte que on s'inspire tous d'une base similaire, quoi. C'est qu'il te faut une vision, il te faut des targets, il te faut des timelines, il te faut des rôles clairs. Et peu importe que ça s'appelle OKR ou habitude des gens qui réussissent tous ce qu'ils entreprennent, c'est la base est la même, en fait. Et après t'as tous les après je pense que c'est de la déclinaison, de la vulgarisation ou de la spécialisation sur un domaine particulier. Mais quand je sais pas, en grosse marketing ou en sales, on joue sur tes biais cognitifs. Donc quand on te dit que il faut mettre des CTA, donc des call to action dans tes mails, c'est parce qu'en fait, quand l'interlocuteur va cliquer, c'est un engagement qui génère un biais cognitif qui augmente la probabilité qu'il continue dans le process d'achat. Donc en fait, quand on te dit tu fais tes 7 messages et en moyenne il faut 7 touch points pour que la personne déclenche une action et que cette action ensuite tu l'entretiens et puis tu fais du customer success et puis tu fais de l'account management, tout ça c'est des biais cognitifs qui aident à la vente, qui aident à la rétention, mais c'est basé sur juste ce qu'il y a dans notre cerveau, quoi. Et ça c'est fascinant, je trouve. Une fois que tu comprends ça, après, enfin, en tout cas, quand tu rentres dans ce tunnel-là, tu t'abordes différemment les relations. Tu vois dans les livres comme Dale Carnegie, par exemple, ou même même Cialdini, il en parle, c'est de trouver les points communs. Quand t'es dans une démarche commerciale, c'est toujours bien de trouver un point commun avec ton interlocuteur. Ah, t'es fan de planche à voile. Ah ouais, super. J'étais la dernière fois, je sais pas, en Méditerranée, j'ai fait de la planche à voile. D'ailleurs, j'ai fait champion de France de planche à voile quand j'étais jeune. C'était super. Et puis j'adore le mât qui fait 12 mètres, ou peut-être pas 12 mètres, il faut peut-être un peu moins, 2 mètres 52. C'est les meilleurs parce que les 2 mètres 48, ils sont un peu moins performants, tu vois. Donc déjà, tu crées un biais avec la personne parce que tu crées un lien qu'elle aura pas avec quelqu'un d'autre. Et en fait, ça, c'est des biais cognitifs et tu peux le rendre intentionnel une fois que tu sais que ça marche. Bref, ça, c'est des trucs qui me font marrer, quoi. Et tu parles de Kukin, justement. Toi, t'as un podcast sur les livres. Tu peux nous en parler un peu? Ah ouais, justement, c'était un peu partie du constat que dans une entreprise, les gens se reposent trop rarement, je pense, sur des ressources qui sont intemporelles.
Et comme j'aime bien lire et que j'adore découvrir les bouquins et que je m'en suis servi pour améliorer mon côté pro et enfin mon côté pro perso et le côté entrepreneur, je me suis dit tiens je vais créer un podcast où je parle des livres que tu aurais eu envie de lire mais que t'as pas le temps ou que t'as pas envie de lire, et donc j'essaie de résumer des parties de livres ou des livres qui m'ont plu, qui m'ont intéressé, qui touchent au pro, au perso, et d'en partager en fait des applications concrètes dans la vie de tous les jours, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai pu tester, qu'est-ce qui peut être testable par rapport à un enseignement de Cialdini, de Stephen Covey, et comment est-ce que tu peux le rendre applicable dans ta vie de tous les jours, quoi. Comment il s'appelle le podcast, tu veux? S'appelle La Source. La Source, ok. Bon, on mettra les notes dans l'épisode, comme ça, je pense que les gens qui sont intéressés iront le voir. Où est-ce que les gens qui veulent prendre contact avec toi, c'est quoi le meilleur canal si tu veux laisser un peu? Ouais. Alors j'ai un blog, enfin un petit site, donc c'est franknussbaumer.fr, que vous pouvez trouver sur mon LinkedIn. Et ici il y aura tous mes réseaux. Donc j'essaie d'écrire un petit peu sur là en ce moment c'est principalement LinkedIn, blog, un peu le podcast en ce moment, et puis j'essaie de recycler ça avec un bon petit système et des bons rituels sur Twitter, et de lancer un petit Instagram, donc histoire de créer une petite machine de création de contenu. Mais ça c'est pas encore très tout n'est pas encore très développé, mais principalement LinkedIn et le blog, je pense. Oh écoute, merci beaucoup pour la conversation, l'échange et tout, c'est très riche. Merci à toi pour l'invitation, c'était super sympa, et puis à très bientôt alors. Ouais, on se voit bientôt d'ailleurs, notamment sur le hub, là, on va faire un atelier ensemble prochainement, donc plus pratique. C'est top, merci encore Franck, à très bientôt. Merci à toi, à bientôt, salut. Ciao. Si cet épisode t'a plu, je te recommande l'épisode 103 avec Claire Vitou. On y parle des manières d'adopter les habitudes productives. Un épisode qui m'a beaucoup aidé et je pense qu'il t'aidera également. Bonne découverte et bonne écoute. À plus. Ciao.